André. Sud Radio, les clés d'une vie, 13h, 14h, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, ce sont celles de mon invité que vous allez découvrir dans quelques instants. Vous avez grandi à Versailles avant de vous faire une place royale au soleil dans le métier de vos rêves. En devenant la plus jeune et la plus effrontée des grands-mères de la télévision, vous avez redonné de l'espoir aux ménagères rejetées parce qu'elles ont plus de 50 ans. Vous êtes à nouveau à l'affiche d'un spectacle qui évoque la Grande Guerre et qui a été l'un de vos premiers combats. Bonjour Marie-Vincent. Bonjour Jacques, je suis ravie d'être là. Eh ben moi aussi, parce que d'abord, on vous connaît à la télévision grâce à des séries et puis En Famille, qu'on voit régulièrement. Absolument. Là, vous êtes à l'affiche du Théâtre de la Bruyère avec Comme en 14, et on en parlera tout à l'heure parce que c'est déjà un vieux souvenir qui revient. Et le principe de l'émission, c'est de mieux vous connaître, de mieux vous découvrir à travers des dates clés. Et la première que j'ai trouvée, Marie-Vincent, c'est le 10 avril 1985. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Écoutez ça. La bande originale du film Subway. Ah oui, bien sûr que ça me parle. Parce que c'est le premier film où vous avez vraiment eu un rôle important, le premier grand film où l'on vous voit, Marie-Vincent. Absolument, j'étais très amie avec Luc Besson qui m'a fait ce cadeau. Et voilà, et j'étais enceinte jusqu'au cou de mon premier fils. Et on a tourné très longtemps dans le métro et ce sont des souvenirs impérissables. Oui, parce qu'en plus, vous tourniez dans le métro avec l'accord de la RATP, Oui. mais des scènes qui peut-être n'étaient pas très encourageantes pour la RATP. Non, qui ne flattait pas forcément la société. Et donc vous en cachiez, question. où il y avait des subterfuges parce qu'il y avait un représentant de la RATP qui était là. Exactement, lui mentait hontément. Et c'était le deuxième film de Luc Besson. Oui. Au départ, il voulait Sting et Charlotte Rampling pour le jouer. Ça n'a pas Absolument. marché. Ce sont Christophe Lambert et Isabelle Adjani qui ont joué ce rôle. Alors, vous avez finalement ensuite tourné des petits rôles dans des grands films, comme Espace détente, dans le film Caméra Café, etc., etc. C'est venu comment tout ça, petit à petit ? Oui, je pense que c'est... D'abord, je viens du théâtre. Oui. Toute ma formation est théâtrale. Ensuite, la télé m'a fait un petit peu... m'a cligné des yeux. J'y étais très sensible. Et je pense que c'est par l'intermédiaire de la télé que certains réalisateurs de cinéma m'ont fait confiance. Oui, et quelquefois des petits rôles, mais des rôles marquants. Oui, c'était toujours ce qui... Je n'avais pas envie de faire du cinéma pour faire du cinéma. À chaque fois, les scènes proposées, les rôles... évoqués me parlaient, j'avais envie de les défendre avec enthousiasme, même si c'était pas des énormes partitions, mais partitions il y avait quand même. Le théâtre, c'est votre passion depuis vos très jeunes années, Marie-Vincent. Vous êtes née à Versailles et tout de suite, le théâtre a été pour vous quelque chose d'essentiel. Oui, grâce à mes parents m'ont écouté, mes parents étaient enseignants, et en seconde, où j'étais déjà extrêmement indisciplinée, je montais des spectacles dans la cour de récré, et mes parents m'ont dit, écoute, allez, tu vas aller au conservatoire. Ah bon? Et je suis arrivée très très jeune au conservatoire de Versailles. Voilà, et votre père était professeur d'espagnol, Oui. et je dois avouer que je l'ai eu comme professeur au lycée oui. Claude Bernard, et il y a prescription, je vais vous avouer une farce qu'on lui a fait un jour. Allez. C'est-à-dire qu'il arrivait, il jetait sa mallette sur le bureau, comme ça, il a l'air décidé, et un jour, on a mis des billes sur le bureau ouvert la fenêtre. La mallette a roulé, elle est passée par la fenêtre. Il m'en a jamais parlé. Voilà. De ça. Il me disait, il m'a parlé de vous beaucoup et il était très attaché à vous comme quelqu'un de coquin, de délicieux. Mais ça, Voilà, un c'est secret que je resté, vous dévoile. voilà. Alors, finalement, l'école, ça a été le conservatoire et l'école de la rue Blanche, et Oui. vous avez appris votre métier, Marie-Vincent, en jouant Marivaux et Molière. Oh oui, tous les classiques, toutes les souvrettes à Voilà. l'époque. Oh. Mais le conservatoire, c'était pas évident d'y rentrer, d'y travailler. Mais non, c'était tout bêtement des concours, c'était tout bêtement du travail, c'était de l'envie, c'était de la chance aussi, parce que quand vous êtes 800 ou 900 à concourir et quand on en choisit 14, est-ce que vous êtes vraiment dans les 14, celle qui maintiendra, je sais pas, la foi et ce qu'on peut appeler le talent? On n'en sait rien. C'est de la chance. Et vous êtes devenue, curieusement, avant d'être comédienne, directrice du Centre culturel de Garches, Absolument. Marie-Vincent. Expliquez-moi Oui. comment. Eh bien, j'avais besoin de gagner ma vie. Et lorsque, c'était vraiment Versailles, Garches, et j'ai postulé à la direction de ce joli théâtre, d'ailleurs, avec Claude Bolling, qui en était, lui, le parrain. Et j'ai été prise. Et ça m'a permis de monter des spectacles. Je me souviens d'un premier spectacle de Paul Claudel. L'échange avec Didier Bourdon, oui, qui était tout jeune à l'époque. Et on a pu faire de très belles choses avec un instrument formidable qui était le théâtre de Garches, de plus de 400 places. Magnifique. Et puis, vous avez aussi appris votre métier dans un théâtre célèbre à Paris
qui est le Lucernaire, dirigé à l'époque par Christian Le Guillocher. Oh là là, oui, ça, j'en ai fait des spectacles au Lucernaire. Et c'était formidable, parce que c'était, comme vous dites, un théâtre d'art et d'essai où tout était possible, où on pouvait passer. On a commencé à travailler il y avait des ponts. Les ponts étaient possibles entre la peinture et l'expressionnisme théâtral. Ce qui ne se fait pas toujours au théâtre, d'ailleurs. C'est rare. Et c'était un lieu magnifique. Il est d'ailleurs encore maintenant sous la direction de Benoît Lavigne, formidable. Le Lucernaire, c'est un endroit de création. C'est un endroit, il y a une bibliothèque. Enfin, vous connaissez, Jacques. J'ai pris beaucoup de plaisir pendant toutes ces années. Et Christian Le Guillocher, qui a été le directeur pendant des années, avait été remarqué au départ par Robert Derry dans La Grosse Valse. Il avait eu De Funès comme modèle et il a lancé une forme de théâtre qui n'existait plus, à tel point qu'il était tellement attaché qu'il a fait une grève de la faim quand on a voulu lui supprimer les subventions, Christian Le Guillocher. Eh oui, c'est parce que je me souviens, je le connaissais très bien, Christian, il avait une sacrée tête de pioche, comme on dit. Mais oui, d'accord, écoutez, j'apprends des choses avec vous, je vous en remercie. Et Daniel Gélin aussi a beaucoup compté dans votre carrière. C'est mon maître, c'est mon papa de théâtre. Il nous a mis en scène dans un spectacle absolument délicieux qui venait des nouvelles de Maupassant sur les femmes. Et il était tellement coquin, tellement amoureux des femmes que toutes les 4 camarades, 4 femmes, encore un spectacle de femmes, on était délicieusement sous son aile. Et Daniel Gélin aussi, d'ailleurs, c'est aussi le parrain moral de Funès, puisque un soir, De Funès est dans le métro, il ne trouve aucun rôle, il songe à arrêter le métier, il croise Daniel Gélin, il dit il y a un rôle peut-être pour toi, il y a une audition. Et c'était La Tentation de Barbizon qui a permis à De Funès de faire ses débuts au cinéma. Et d'être ce qu'il a été. C'était un personnage étonnant, Daniel Gélin. En même temps, un grand comédien, mais une sorte de personnage lunaire, pas très bien implanté dans le quotidien. Non, il est quelqu'un absolument. Il avait une femme charmante qui le recentrait. Mais c'était un doux rêveur, c'est un grand poète. Moi, j'ai lu toutes ses poésies puisqu'il nous les offrait avec bonheur. C'était un délicat, un lunaire. Oui, parce que je me souviens un jour chez Lippe, la brasserie parisienne, il paye et il doit signer un chèque. Il n'avait jamais écrit un chèque de sa vie. Il ne savait pas comment on le remplissait. Moi, je pense que la vie quotidienne n'était pas faite pour lui. Vous avez aussi travaillé avec Jacques Villeray, Marie-Vincent. Oh oui, mon Dieu. Quel ami. Quel souvenir. C'était chez Frère Bernard et Souffrant. Et Souffrant sous la houlette de monsieur Jean-Michel Ribes, oui. que vous connaissez bien. Et Jacques est devenu un réel compagnon. On s'est très très bien entendu. Il était dans une période de sa vie difficile, avec des problèmes de santé. Et on avait des choses à faire avec Yves Pignot. Jacques étant évidemment le personnage central. Et tout autour, nous avions une quarantaine avec Guillaume de Tonquédec, qui était à l'époque totalement inconnu. Totalement. Et on gravitait autour du personnage de Geoffrey Bernard, interprété par Jacques Villeray. Et on avait chacun 40 à 45 personnages à interpréter. C'était du grand bonheur et de la jonglerie aussi. Oui, et Villeray était un personnage très touchant. Quelquefois, on le perdait. Il était je ne sais pas où. On le retrouvait 3 jours après. Oui, on l'a beaucoup cherché. Je l'ai beaucoup cherché. Je l'ai trouvé dans des endroits insensés. Ça m'est arrivé aussi. Et puis, il y a Francis Perrin aussi, oui, qui a beaucoup compté dans votre vie. Je crois que dans Espèces menacées, Marie-Vincent. Francis, moi, je venais du théâtre subventionné, d'un théâtre un peu intellectuel avec guillemets, et d'un seul coup j'ai passé une audition devant Gérard Jugnot et Francis Perrin pour interpréter dans une pièce de Récounet qui était ce qu'on appelle un boulevard, ce qu'on appelle un beau boulevard. J'adore Récounet et j'étais pétrifiée. Je me suis dit je ne sais pas faire ça. Je ne sais pas, je ne sais pas si je pourrais attraper ce sens de la rupture, du rythme, et j'ai été choisie, et ça a été un immense bonheur de travailler avec Francis. C'est Daniel Russo, Gérard, bien évidemment. Et j'ai adoré. Et depuis ce moment-là, je rêve encore et toujours de faire ce type de comédie. Oui, et d'ailleurs, il a dirigé le théâtre Montansier à Versailles. Bien sûr, c'est là que je l'ai rencontré aussi. Et aujourd'hui, il ne veut plus faire de théâtre à Paris. En revanche, il est d'accord pour en faire en province. Et il joue avec Gersande, sa femme, même heure l'année prochaine à Lyon et en tournée. Et avec un plaisir évident. On leur souhaite un succès immense, ils le valent bien. Et puis vous avez joué aussi à la Fenice de Venise. Oh ça c'est le trac du siècle. Nous avions monté Monsieur Nicolas Bataille, qui est évidemment le créateur de tous les UNESCO. Nicolas nous avait proposé, et avait proposé à la Fenice, un spectacle sur le chat noir, sur le Montmartre des années folles, avec évidemment Lautrec, et j'interprétais Casque d'or. Et Nicolas Bataille et moi, nous sommes en coulisses, devant ce théâtre magistralement
magnifique, sublime, des tentures. Vous dites, quel éclair de talent qui puisse m'habiter. Jamais. Je ne suis qu'une toute petite fourmi. C'est trop beau. On est pétrifiés. Et Nicolas, on va rentrer en scène. Ce magnifique rideau s'ouvre. Il me tient la main très fort. Il est blanc, comme un cierge de Pâques. Et il me dit, j'aurais dû être mercière à Dijon. Il le pense. Et on sent qu'il serait très bien dans sa petite boutiquette à trier ses boutons. Il était... Voilà. Et il en est resté un mois là-bas. Et on a pris énormément de plaisir dans ce lieu magique. Il y a eu d'autres moments de plaisir. On en parle dans quelques instants à travers une autre date, le 16 janvier 1995. À tout de suite sur Sud Radio avec Marie. Sud Radio, les clés d'une vie, 13h, 14h, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Marie Vincent, avec des souvenirs liés à une date. Le 16 janvier 1995, M6 diffuse un feuilleton américain qui s'appelle La nounou d'enfer. Exactement. On va écouter le générique. She was working in a bridal shop in Flushing, Queens, till her boyfriend kicked her out in one of those crushing scenes. Alors toute une génération connaît ce générique et c'est important pour vous parce que ce sitcom de 146 épisodes de 23 minutes, vous avez été la voix française de Fran Drescher. Mais un plaisir. On se retrouvait avec Bernard Allan, beaucoup de comédiens de théâtre pour doubler cette série qui nous enchantait et qui faisait qu'on jouait tous, on partait tous après les enregistrements pour jouer au théâtre, mais une cohésion, des fous rires partagés, 7 ans de bonheur et doubler cette Fran Drescher qui est non seulement une magnifique actrice, mais une productrice qui tenait toute l'émission à bout de bras. C'était un grand honneur pour moi, sans compter que, si je peux parler juste de ça, je n'ai jamais quitté le doublage français parce que je trouve que c'est vraiment une partie de ce métier que je revendique avec fougue parce que c'est un métier d'humilité, c'est un métier de discipline. Votre actrice, elle a tourné, elle a pris le temps, elle a pris 3 semaines pour tourner, vous avez 4 jours et passer d'un sentiment à un autre comme ça dans on l'espère, la plus intense vérité, la plus jolie sincérité. C'est une école et c'est un exercice pour un acteur phénoménal. Oui, un exercice d'autant plus particulier que le débit de la comédienne est très rapide, comme une mitraillette, et il a fallu suivre. Alors, ça tombait bien, ça correspondait à mon tempérament et à ma diction un peu saccadée également. Je parle très vite, mais cette femme m'enthousiasmait et puis c'était extrêmement rigolo pour un sitcom, c'était bien foutu, quoi. Oui, ça a été un immense succès, La Nounou d'enfer. Énorme. Il y a beaucoup de gens qui vous en parlaient dans la rue en disant vous êtes la voix de... Absolument. Je me souviens d'une sortie d'école où je suis allée chercher mes 4 petits et j'étais très fière parce qu'il y avait eu un téléfilm où j'avais un très joli rôle. Je crois que c'était sur Arte ou sur France 3. Et je dis à mes enfants, alors, vous avez vu maman? Et tous les mômes sont là, mais se fichant royalement du fait de m'avoir vu précédemment la veille à la télé, il fallait que je fasse « Bonjour, monsieur Sheffield !» Et ça, voilà. Ça, tout de suite. Ça les comblait d'aise. Et d'ailleurs, elle a débuté de façon très particulière, Fran Drescher. Dans le film La fièvre du samedi soir, elle a une réplique, elle voit Travolta et elle lui demande « Êtes-vous aussi bon au lit que sur une piste de danse ?» Ça a été ses débuts à l'écran. C'est assez particulier. Voilà, je la retrouve très bien là. Vous l'avez rencontrée d'ailleurs, cette comédienne. Oui, mais vraiment sans aucune média comme ça. Je trouve toujours, c'était très agréable, c'est une sacrée bonne femme, mais je trouve que puisque nous parlions de doublage, cette partie de notre métier doit rester secrète. Le plus beau compliment qu'on puisse faire à un acteur qui vient de doubler un film, c'est « Ah bon, c'était en français ?» Oui. Point. Alors, il y a un autre doublage qui vous a marqué, Marie Vincent, c'est avec Milos Forman pour Larry Flint. Oui, parce que Milos était présent. Il y a certains réalisateurs américains qui sont extrêmement attachés à la qualité du doublage français, parce que je pense que le doublage français a une excellente réputation. Et nous avons enregistré avec Dominique Morin, qui est un grand acteur, c'est le frère de Patrick Devers notamment. Et Dominique et moi, nous avons enregistré pendant une dizaine de jours allongés, puisque nous sommes dans un film où les 2 protagonistes principaux sont drogués, sont après malheureusement atteints du sida. Et nous avons donc travaillé allongés avec un perchman, dans un état justement pour retrouver cette diction un peu molle qui appartient soit aux malades, soit aux gens souffrant d'addiction, enfin bref. Et c'était formidable de travailler avec eux.
Monsieur Foreman. Et c'était les débuts de Courtney Love, d'ailleurs, au cinéma. Que j'ai continué à doubler. Voilà. Et Larry Flint, qui existe vraiment, il a joué le rôle du juge qu'il a envoyé en prison dans ce film. Exactement. Quel humour, quel détachement. Exactement. Vous avez fait aussi beaucoup de doublages de dessins animés à succès, Marie-Vincent. Il y a eu, je crois, Mille et une pattes, Volt. J'adore ça. C'est vraiment une façon... On vous propose des rôles que jamais on ne vous proposera dans la vie. On participe à la création d'une voix, donc on cherche, on se trompe, on recommence. C'est magnifique de créativité. Oui, mais comment on trouve par exemple la voix de Volt? Il faut chercher. Oui. Volt... oui, vous avez un petit chat comme ça qui vient de la des bas-fonds, qui est un chat de gouttière. En même temps, elle est séductrice, mais en même temps, elle est quand même un petit peu gouailleuse. Ça se cherche, tout ça, c'est plein de nuances. Et puis, il y a eu aussi Bianca Castafiore dans Tintin. Ça aussi, Marie-Vincent, c'est un grand souvenir. Et ça, c'est un grand souvenir parce que ma famille est tintinologue depuis. Et quand j'ai su que c'est pareil, là, j'ai passé une audition et j'ai été stupéfaite d'être choisie. Et je me suis tellement amusée avec cette folle, cette cantatrice dont on peut imaginer que ses notes sont fausses et font vibrer toutes les fenêtres du château. Ces rapports avec Haddock, je me suis éclatée, quoi. Vous savez que pourquoi Hergé a inventé Bianca Castafiore? Parce qu'il détestait la calasse. Et il voulait absolument un personnage qui puisse être l'anti-calasse. Et je crois qu'il a réussi. Il est bien arrivé, oui. Et puis, il y a eu d'autres séries. Et il paraît que même vous avez participé au Guignol de l'info, Marie-Vincent. Ah oui, souvent. Je n'ai jamais fait, je ne suis absolument pas imitatrice. Oui. Mais à j'ai participé à toutes les femmes qu'on entendait dans toutes les marionnettes, les Madame Quidam, j'ai adoré les interpréter. Oui, mais là aussi, c'est un travail difficile, quotidien, rapide. Oui, difficile, parce que parfois c'est du direct. Oui. Je vous assure que vous avez bien les chocottes. Hein. On arrive juste avant. Et tac. Et puis il y a Yves, qui est évidemment Yves Lecoq, oui. qui possède ça avec une maîtrise magnifique, qui vous aide d'ailleurs. Mais c'est pareil, c'est très excitant de faire ça. Et puis, il y a eu quelque chose de tout à fait différent, et c'est assez bizarre, c'est les sales blagues de l'Écho avec Villemain. Oui. C'est un dessin animé trash. Oh, oui, on peut le dire, trash, cochon, mais jamais vulgaire. Et j'ai accepté ça avec... Oui, j'ai hésité, je me souviens, parce que j'ai vu la BD, je me suis dit... Ah et j'ai dit non, ça me ressemble. Voilà. Il y avait à la fois de l'humour, ça allait très très loin. D'ailleurs, Villemain, lui, a été très loin dans ses dessins. Et même, je ne sais pas si vous savez, il a écrit une opérette avec le professeur Choron, oui, qui s'appelle Ivre-mort pour la patrie, et où il joue le rôle d'Hitler. Ah oui. Et ces blagues de l'Écho, ça commençait avec des petites phrases. Celle-là, je crois que je la connais pas. Celle-là, je connais que le début. C'était assez particulier. Comment on fait pour doubler ce genre de choses en restant sérieuse, je dirais? On se concentre. On rit avant, on rit après. Et puis, je pense qu'on a un rôle à jouer quand même, parce que c'est malgré l'énormité de la chose et la grossièreté, il va plus loin quand même, Villemain. Il énonce des vérités auxquelles j'étais fière de participer. Oui, mais est-ce qu'aujourd'hui, dans l'époque où on est, on pourrait faire ces sales blagues? C'est fini. Hélas, c'est terminé. Ça marcherait plus. Non, on se fait incendier, on se fait tuer en sortant. C'est quand même très grave, non? C'est très très dommage. C'est dommage, parce que c'est une forme d'humour qui s'en va. Oui. Vous le regrettez? Ah oui, mon Dieu! Mais oui, je le revendique, oui, bien sûr. Bon, écoutez, vous avez fait encore d'autres choses, ça c'est fini. Et on va parler justement de quelque chose d'important dans votre vie qui s'est passé le 25 juin 2012. À tout de suite sur Sud Radio avec Marie. Sud Radio, les clés d'une vie, 13h, 14h, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Marie-Vincent, avec des dates qui évoquent votre carrière. 25 juin 2012. Alors, je suis sûr que ça vous dit quelque chose. Écoutez ceci pour vous rafraîchir la mémoire. Premier épisode En famille sur M6. Ouais. Et au départ, vous n'étiez pas dans ce casting et finalement vous avez été rattrapé. C'était pas gagné du tout, non, pour moi. C'est vraiment mes camarades producteurs qui ont insisté vis-à-vis de la chaîne. Pourquoi? Ils me trouvaient trop jeune. Oui. Ils me trouvaient trop jeune pour être une grand-mère. Ce qui n'était pas faux d'ailleurs, je le revendique. Mais écoutez, je sais pas, je me suis battue. J'ai proposé très très vite cette folie et cette liberté
justement de la post-cinquantaine. Et ben écoutez, la preuve, c'est que la 6, ça a été... elle dit oui. Elle a dit oui, et vous avez transformé le personnage de grand-mère qui était assez classique en quelqu'un de très différent. Ah oui. Petit à petit, je pense que c'est la plus impertinente de tous les personnages dans notre groupe de famille. Là, elle peut tout dire, elle est libre. C'est une femme libre. Alors, Brigitte Lekervellec, c'est son nom. Elle boit, elle dit des gros mots, elle parle de sexe, elle accepte pas son âge. Elle refuse de vieillir, elle fume, elle fait tout. Elle a tous les défauts du monde, elle n'a jamais éduqué ses enfants. Elle est partie, on l'imagine, à Woodstock, elle a eu je ne sais combien de cinquantaines, voire de centaines d'amants. Elle a tout vécu. Elle en parle avec cette liberté formidable, et elle est d'une mauvaise foi, elle ment. Elle est professeure de mentologie. À ce niveau-là, oui. Mais alors justement, au départ, ce personnage, vous êtes responsable de sa transformation, Marie-Vincent. Oui, parce que j'en ai parlé, c'est ça qui est magnifique avec la production Cabot dans laquelle nous travaillons, c'est qu'il y a beaucoup d'auteurs et que les auteurs viennent puiser en nous, les acteurs, les pitchs, les premières, la source de leurs inspirations. Et j'ai tout de suite proposé cette folie et cette liberté pour une femme qui n'a plus 20 ans. Et les auteurs ont dit oui tout de suite, la production aussi ? Ah, mais tout de suite, ils ont été emballés. Et là, on continue à tourner. On a déjà tourné des programmes longs maintenant. Et je crois qu'ils sont très friands du fait que Brigitte continue à être tellement, désobéissante et pas du tout politiquement correcte. Alors justement, au départ, on pourrait imaginer que ce personnage puisse choquer les ménagères de plus ou moins de 50 ans. Pas du tout, c'est le contraire qui s'est passé, Marie-Vincent. C'est vrai, je crois que j'ai des tas de femmes de mon âge qui me disent merci, on voudrait être comme ça, et je leur réponds, mais allez-y, mais pourquoi hésiter ? Allez-y, faites les folles. Allez-y, refusez de vieillir. Ça ne veut pas dire se faire lifter 3 fois, mais refuser, accepter ce dynamisme de la cinquantaine qui fait qu'on est enfin un peu plus sûr de nous et qu'on peut parler de tout. Alors justement, vous avez redonné ce qu'on appelle l'espoir de la séduction, Marie-Vincent. Écoutez, je prends ça comme un immense compliment, parce que les femmes sont belles à 50 ans. Les femmes sont magnifiques, elles sont touchantes, elles ont des rides au coin des yeux. Chaque ride est une aventure. Enfin, c'est bon d'avoir 50 ans et plus. On vous en parle dans le courrier, dans la rue ? Ah oui. Les femmes de 50 ans vous abordent ? Beaucoup, énormément. Et ça fait chaud au cœur. Alors justement, au départ, c'était parti en famille pour une saison. Je crois qu'on en est à la 8e. On en est à la 8e. Vous pensiez pas que vous iriez jusque-là ? Ah, mais pas une seconde. Nous, on partait pour 1 an. Et puis, voilà. Et puis, je vous dis maintenant, il s'agit de renouveler le modèle, c'est-à-dire qu'on va passer de programmes courts à 2 fois 52 dans des prime time. Parce que l'audience monte chaque année. Ouais, ça marche très bien. Vous êtes là tous les étés ? Tous les étés, et de plus en plus longtemps. C'est-à-dire que scène de ménage s'arrête l'été. S'arrête, ils partent en vacances, les petits choux, et puis nous, on prend le relais. Voilà. Ça veut dire des mois de tournage aussi, de travail. On tourne beaucoup toute l'année, par session de 3-4 semaines. Entre-temps, on fait autre chose, et fort heureusement, on part soit faire du théâtre, soit tourner d'autres téléfilms, mais on est occupé par en famille toute l'année. Oui, parce qu'en plus, ce sont des tournages très difficiles. On l'a vu chaque fois que j'ai accueilli quelqu'un de nos chers voisins ou de scène de ménage, ça se fait très très vite. Eh bien oui, on tourne 10 minutes utiles par jour, ça n'est pas rien. Et on change de sketch, c'est-à-dire qu'on passe d'une humeur à l'autre, on passe d'un décor à l'autre. Donc ça nécessite, beaucoup de concentration et de pêche. Mais comment vous faites ? Parce vous avez les textes quelques jours à l'avance. Alors, on est très gâtés. On est très gâtés dans la mesure où on a les textes quand même une bonne dizaine de jours à l'avance, ce qui est très rare dans ce type de programme. Et nous sommes tous, je le souhaite et je le sais, des professionnels, et on les travaille en amont quand même. Donc on arrive les textes dessus, et c'est la moindre des choses, parce que sinon on peut pas créer, on peut pas inventer. Alors justement, il faut créer et inventer. Je crois que vous en êtes à 680 épisodes. Ouais. Et comment on fait pour se renouveler ? Je crois qu'il y a une vingtaine d'auteurs qui travaillent pour vous. Ils changent régulièrement. Ah oui, il y a une équipe formidable autour de nous, de plus de 20 auteurs, qui de temps en temps vont prendre d'autres respirations au sein d'autres fictions dans d'autres chaînes, et c'est tant mieux pour eux. Donc, qui reviennent chargés avec d'autres idées de scénar. Donc, oui, il y a un énorme roulement. Oui, mais en même temps, c'est une méthode qu'on employait aux États-Unis. À l'américaine, oui. Voilà, jusqu'à quelques années. C'est venu en France grâce à ces sitcoms. Absolument.
C'est-à-dire qu'il y a des séances de travail quotidiennes au niveau des auteurs. Ils se réunissent, ils sont 20, 30. On balance les idées, on balance les pitchs et chacun repart avec ses petites copies et travaille à la maison. Mais il y a eu avant une réunion collective où chacun a dit « Moi, je m'occupe de ça. Tiens, moi, je prends tel personnage dans telle situation. Moi, je vais prendre ça. Moi, je vais prendre ça. » D'où la richesse et le bonheur de travailler ensemble. Et vous avez votre mot à dire sur le choix des sketchs, Absolument. Marie-Vincent? Absolument, nous avons des lectures tous ensemble et où là on peut demander à ce que le texte que nous trouvons peut-être un peu moins fluide ou une idée peut-être qui ne correspond pas ni au personnage ou ni à la série puisse être retravaillée et la chose est faite. Oui, ce qui n'est pas si courant aujourd'hui. Oh non, mon Dieu, quelle chance! Alors, il y a régulièrement de nouveaux personnages. Je crois que Marie-Pierre Cazet a été un personnage l'an dernier particulièrement important. Elle est avec nous, je l'ai quittée il y a 2 jours. Délicieux personnage, formidable. Quelle belle actrice, quelle belle femme. Oui, elle a été marquée par une pub. Oui, please. Exactement. Et elle ne supporte plus qu'on lui en parle. Non. On n'en parle pas d'ailleurs, Oui. On n'en a pas eu envie parce qu'elle est tellement riche d'autres choses. Elle est tellement drôle, elle a un sens de la rupture. Elle a 12 ans. Elle nous remercie de l'avoir accueillie au sein de cette famille avec un enthousiasme. Et elle nous a fait pleurer l'autre jour. On lui a souhaité son anniversaire. Elle a pleuré sur le plateau. Charmante femme, charmante. Et elle vit une partie de l'année en Provence, Oui. où elle a une vieille 2 chevaux, et elle va s'occuper de son jardin, de ses arbres, de son terrain. C'est tout ce qui l'intéresse. Et là-bas, on ne la reconnaît pas, ou alors on ne lui parle pas de... Je crois qu'elle... Non, la notoriété ne l'intéresse pas. Elle aime l'humain. Exactement. Alors, vous avez quand même quelques défauts, Marie-Vincent, et d'après ce que je me suis laissé dire, Je ne comprends pas. vous êtes souvent en retard, et vous inventez des prétextes de ce côté-là. Ça, c'est Nicolas Briançon, je suis sûre. Non, c'est Yves Pignot qui le c'est dit. Yves Pignot, ah bah voilà. C'est pas... Une fois, il m'est arrivé d'être en retard au Théâtre des Variétés pour une répétition. J'ai eu un accident avec une dame à vélo. Ça peut arriver. Ils ne m'ont jamais cru. Et c'est resté, voilà. Et là, c'est la chose qui vous poursuit jusqu'à la fin de mes jours. Non, je ne suis pas en retard. Non. Non, vous avez plutôt été en avance sur votre temps, c'est autre chose. Mais il y a aussi le fait de... J'en reviens à ces sitcoms. Les sitcoms, c'est quand même une invention nouvelle. C'est quelque chose qu'on ne pouvait pas imaginer il y a quelques années à la télévision française, Marie-Vincent. Non, c'était absolument impossible. Il fallait développer, il fallait le développement d'un scénario, d'une histoire. Là, malheureusement, les gens sont pressés. Les gens ont passé du temps dans les transports. Les gens s'occupent de leurs enfants. Les gens vont faire leurs courses. Et finalement, ils ont peut-être besoin de ces petites minutes pour respirer autre chose. Et ils n'auront peut-être pas le temps de pénétrer dans l'humeur d'un 52 ou d'un 90 minutes. Alors justement, effectivement, il y a 680 épisodes, mais beaucoup de sketchs. Je me suis un peu renseigné. La plus longue sitcom encore en diffusion, 450 épisodes, c'est Les Simpsons. Ouais. Et le dessin animé japonais qui détient le record du plus grand nombre d'épisodes, 6000, c'est Sazae-san. Et c'est une série qui continue aujourd'hui. 6000 épisodes. Alors, 6000 épisodes. C'est fou, hein? Oh là, alors, on ne les a pas tous vus en France, non. Mais il y en a un paquet. Ah oui, c'est... Bon, il des gens qui ont il y a d'autres séries, mais là, en sitcom, c'est vraiment les plus rares. Alors, c'est pas votre première expérience télé, parce que vous avez fait des tas de choses en télé, Marie-Vincent. Il y a d'abord eu Making Of avec Cad et Olivier quand ils n'étaient pas connus, quand ils débutaient. Oui, ils commençaient quand même. Avec ce qu'on a pu rire. Ils avaient décidé de faire un film sur la réalisation d'un scénario avec le pire acteur qui était interprété par Cad Merad et le pire des réalisateurs qui était interprété par Olivier. Et moi, il fallait qu'il trouve une star, mais déchue, une star alcoolique. Et ils m'ont engagée et ça a été source de fou rire. On a travaillé quand même 6 mois ensemble sur 6 épisodes et on a bien rigolé. Est-ce qu'on imaginait que Cad Merad ferait la carrière qu'on connaît au cinéma à l'époque? Oui, je le pressentais. Absolument. Pourquoi? Parce qu'il avait une forme de vérité, de sens du rythme, de la rupture comique et en même temps une profondeur de jeu, un humour à brûle-pourpoint dans toutes les situations. Oui, ça pouvait se présager. Alors, En Famille est une série qui fonctionne bien, mais il y en a eu d'autres avant. Vous avez fait d'autres séries télé, dont Vive les vacances. Ah oui, avec ma chère Cécile Bois, que je retrouve en ce moment sur Candice Renoir. Où vous êtes aussi, d'ailleurs, oui, régulièrement. Absolument, oui. Et alors, on tournait dans des endroits magnifiques dans le sud, avec des vues mer extraordinaires. Et
C'était des très très jolis paysages et c'est pareil, de très très forts moments de complicité avec des équipes épatantes. Oui, et surtout, il y avait 2 débutants, Titoff et Stéphane de Groot, que le public ne connaissait pas encore et qui étaient déjà des rigolos. Déjà Stéphane nous faisait pleurer de rire, pleurer, c'était... Qu'est-ce qu'il faisait? Alors lui faisait un monsieur extrêmement coincé. C'était en fait le pitch était très simple. C'est une maison magnifique et on s'est tous fait gruger par celui qui s'occupe de la location saisonnière et qui évidemment dit à 4 ou 5 couples que c'est leur maison et donc il y a une cohabitation incongrue qui se fait pendant ce mois d'août. Et Stéphane faisait un monsieur qui arrivait avec toute sa famille extrêmement coincé et ne supportant pas bien évidemment la présence d'étrangers. Et en improvisant d'ailleurs beaucoup, quelquefois sur le texte, en rajoutant. Stéphane, non, c'est pas son genre. Oui, tout le temps. Tout le temps. Tout le temps, brillant. Oui, on refaisait le texte avec Stéphane, mais bien sûr. Et l'auteur, qui était Claire Borotra, également Oui, comédienne, absolument. acceptait tout ça parfaitement. Mais oui, parce que c'était du mieux, parce qu'on travaillait tous ensemble, dans une bonne atmosphère et que les propositions étaient bonnes. Donc Claire était tout à fait à l'écoute. Et puis il y a eu une autre série télé qui était Domicile Adore. Ça aussi. Domicile adoré, c'était... Vous jouez une jeune veuve, je crois. Une veuve, puisque oui, il y a une voix off qui est le mari. Et c'est pareil, c'était un personnage Qu'est-ce que c'était cette série? haut en couleur. C'était l'histoire d'une famille recomposée, dont la mère veuve recevait les conseils de son mari, donc défunt, mais on entendait, le téléspectateur entendait sa voix. Donc c'était assez étrange et une assez curieuse et bonne idée, originale en tout cas. Et le personnage était pareil, elle était ivre-morte très très fréquemment et elle avait grand plaisir à draguer les petits copains de ses filles. C'était une cougar avant l'heure. Voilà. Et finalement, vous adorez ce genre de rôle totalement, qui est le contraire de ce que vous êtes. Oh, complètement, puisque c'est ce que mes enfants me disent. J'ai 4 enfants et je suis extrêmement sérieuse. Je suis très, très attachée à l'éducation. Et là, évidemment, je me lâche. Voilà, il y a la femme à la maison et la comédienne. Et la comédienne, on va reparler dans quelques instants à travers une autre date, le 22 janvier 2019. À tout de suite sur Sud Radio avec Marie-Vincent. Sud Radio, les clés d'une vie, 13h, 14h, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Marie-Vincent. Alors on a parlé de votre passé avec les feuilletons, avec le théâtre. Et là, depuis le 22 janvier, vous êtes au Théâtre La Bruyère à Paris, dans Comme en 14, une pièce qui se passe en 1914, en 1917 très exactement. 17, ouais. Et une pièce qui est un retour aux sources, puisque vous l'avez déjà jouée, Marie-Vincent. Absolument, mais alors, ça m'ennuie presque qu'on parle de retour aux sources, parce qu'évidemment, cette pièce, elle correspond pour moi à... C'est très personnel. J'ai eu l'idée, j'ai un grand-père qui a fait partie de cette génération terrible, c'est-à-dire les deux guerres. Il a été gazé en 1914, il a reçu une balle dans la cuisse en 40, et j'ai retrouvé, via ma famille et mes parents, ses carnets de tranchées. Et comme moi, je ne sais écrire qu'à ma mère, j'ai confié les carnets à une formidable auteure qui s'appelle Dany Laurent et qui a écrit cette pièce magnifique qui s'appelle Comme en 14 et qui part en effet des carnets de tranchées, entre autres de mon grand-père, puis d'autres poilus. Je dis que je me souviens bien évidemment de 2004 et de la création de cette pièce, mais nous avons fait un tel travail différent avec Yves Pignot que je ne peux pas parler de reprise. Enfin, je n'ai pas envie. Le travail différent, c'est-à-dire? C'est-à-dire que nous avons, Yves d'abord, a axé sa mise en scène et orienté le texte de Dany, non plus dans la Grande Guerre, mais vraiment par le prisme des femmes et de leur engagement pacifiste. Donc on est beaucoup plus dans ce travail-là, dans cette réunion de femmes, parmi lesquelles se trouvent des femmes qui refusent la guerre, qui refusent de tirer sur celui d'en face, même si, comme le dit l'une d'entre elles, il est frisé, il ne parle pas la même langue. Non, on arrête et on met des papiers blancs et on ne se bat pas. Alors, ça se passe à Noël en 1917. Absolument. Il y a 4 femmes et un jeune garçon. Et vous vous réchauffez le cœur et le moral en même temps. Voilà, c'est le 23 et le 24 décembre. Nous sommes à côté du front, à Douaumont, qui est un fort qui va être maintes fois repris par les Allemands, puis repris par les Français. Et on fête Noël.
La porte battante s'ouvre sur les gueules cassées, on les entend, ils sont présents, ils ont une véritable identité dans la pièce, on en parle, ils ont chacun a son prénom, on les aime, ils nous énervent, mais au-delà de toute cette souffrance, toute cette anarchie, ces tirs de canon, on fête Noël, on rit, on mange les dernières réserves, on s'émeut sur du foie gras, on vit. Et on se dit que c'est la der des der. Et on dit, hélas, c'est la der des der. Alors justement, ces gueules cassées, elles doivent beaucoup à quelqu'un qui a fait la guerre de 14. On lui attribue à tort une ligne, c'est Maginot, André Maginot, que la ligne Maginot n'a rien à voir avec lui. Il était mort depuis 3 ans quand un journaliste a cité ce nom. Et lui, il était ministre de la guerre. Il part au front en 14 comme simple soldat. Il est blessé. Et parce qu'il est blessé et qu'il voit ses camarades sur le front, il va revenir à la vie politique en devenant ministre des Pensions. Et toutes les gueules cassées aujourd'hui lui doivent quelque chose, que c'est lui qui a pensionné les blessés et les invalides de guerre. Bravo, monsieur Maginot, merci. Et il a même fait autre chose qu'on ne sait pas. C'est à lui qu'on doit le soldat inconnu sur l'Arc de Triomphe. C'est lui qui l'a fait choisir et qui voilà. Et il est aussi à l'origine d'autre chose pour aider les gueules cassées, qui est la loterie nationale. Ça oui. Les 10e. Voilà. Ça c'est magnifique, non? Voilà. C'est extraordinaire. Alors j'en reviens quand même au passé, parce que comme en 14 a été créé en un temps, Marie-Vincent, où l'on ne parlait pas de la Grande Guerre, c'était pas d'actualité. C'était pas du tout d'actualité. Voilà. Mais ce sont hélas des sujets tout le temps d'actualité, la guerre et puis surtout la vie dans la guerre, les oppositions dans la guerre, les amitiés dans la guerre, les petits faits de rien, les petites quotidiennetés qui ont l'air soudainement si comment dire, comment pourrais-je l'exprimer, on parle d'un seul coup, on va s'enguirlander sur une petite tranche de pain, sur les petites choses du quotidien, alors qu'à côté on meurt, à côté on souffre, à côté on perd la vie, on aide un camarade, et voilà, c'est la vie. Comment est venue cette idée de reprendre cette pièce quelques années après Marie-Vincent? Eh bien, c'est grâce à ma sœur. Ma sœur est archéologue, ma sœur est une grande historienne. Et depuis longtemps, elle me dit, mais pourquoi vous ne remontez pas cette pièce qui est formidable, qui parle des guerres et malheureusement donc de toutes les guerres. Et on était un peu prudents, on faisait des tas de choses, tous Yves Pignot et moi-même. Et puis Yves Pignot, qui est d'ailleurs aussi dans Famille. Bien sûr, ouais. Qui interprète mon mari, Bougon et breton. Et donc, Yves traînait un peu la patte, et d'un seul coup, il dit, allez, je la monte, et je me suis absolument, moi, mis dans la tête que je n'allais pas la rejouer. Oui. Puisque tout le casting magnifique à l'époque, n'avait pas été reconduit 16 ans après. Je me suis dit, mon personnage, il m'a dit si, toi oui. Toi oui, parce qu'elle n'a pas d'âge, elle n'a pas d'amour, c'est la chef de troupe, c'est la chef de l'hôpital, c'est la meneuse. Elle peut avoir pris 15 ans, on s'en fiche. Et j'ai été stupéfaite et heureuse. Alors justement, vous aviez obtenu le Molière de la Révélation théâtrale en 2004. Ouais. Malheureusement, ça a été une année très difficile puisque les Molières n'ont pas été diffusés à la télévision. Oui, mais quelle année, quel Molière. Tout le monde, c'était vraiment extraordinaire. On était tous sur le plateau, tous les nommés, tous ceux qui ne l'étaient pas. Je me souviens de Lockwood interprétant. Tous les techniciens avaient débranché. On n'avait plus de lumière, on était à la bougie. Les intermittents avaient fait grève et c'était fichu. Oui. Donc on était chez Molière. Donc les candélabres fumaient. Lockwood était a cappella avec son magnifique violon. Il y avait Jean-Pierre qui présidait la soirée. Jean-Pierre, tout le monde cherchait. Il y avait Michel Drucker à 4 pattes en train de chercher les Molières dans des cartons parce que les cartons n'avaient pas été ouverts. Mais c'était du grand n'importe quoi et une fête magistrale du théâtre. Et donc, 15 ans après ou 16 ans après, vous reprenez ce spectacle. Oui. Et un spectacle qui a aussi évolué parce que le rôle des femmes, et peut-être à cause de la parité et de tout ce qui se passe, a changé aussi, Marie-Vincent. Mais bien sûr. Les femmes, là, on les entend. On les fait s'exprimer en 17. Et elles parlent et elles sont chacune d'horizons, d'univers différents, d'éducations différentes. Et elles vont partager leurs idées, s'affronter, parfois même jusqu'au drame. Et c'est extrêmement moderne de les mettre en scène. Il n'y a qu'un homme, un jeune homme, s'il est là, c'est parce que je pense qu'il y a
tous les mecs sont au front. Hein, voilà. Et il faut bien que quelqu'un s'occupe des champs et de conduire les camions. Les femmes tiennent la baraque, tiennent les hôpitaux, tiennent les champs, s'occupent des enfants. Et là, le jeune homme, interprété par Axel Huette, lui, eh bien, on peut le qualifier d'autiste. Il est différent. Et donc, évidemment, on ne lui prêtera pas un fusil, on sait très bien, ou une baïonnette, on sait très bien qu'il n'y arrivera pas. Donc il est exempté. Donc finalement, aujourd'hui, quand on voit les femmes dire on veut être les égales des hommes, c'était déjà... Il y a un lien avec Comme en 14, Marie-Vincent. Bien sûr, là on est au début, on est aux prémices de la liberté assumée des femmes. Encore une fois, c'est elles qui sont dans les usines, qui fabriquent des obus, c'est elles qui ramassent le blé. Elles sont partout. Elles sont marraines de guerre, elles sont sur le front. Nous sommes, dans la pièce, les anges blancs, c'est-à-dire ces infirmières qui traversent les tranchées, qui recueillent les malades, les blessés, les morts. Elles n'ont, a fortiori, elles n'ont plus besoin des hommes. Elles les remplacent. Et d'ailleurs, leur position va être ça va être terrifiant à la fin de la guerre, quand les hommes, certains quand même, reviennent, on les remet à leur juste place. Et le droit de vote, vous le savez, aura lieu pour les femmes, aura lieu en 45. Voilà, quand De Gaulle s'y mettra. Voilà. Mais c'est vrai qu'elles conduisent des tramways, c'est vrai qu'elles portent le courrier, elles font tout ce qui est possible et imaginable. Et d'ailleurs, en 1914 et 1915, le président du Conseil, qui s'appelle René Viviani, a lancé un appel aux femmes françaises. Il y en avait 3 millions d'ouvrières agricoles, en demandant justement qu'elles s'attellent au travail des champs et reprennent en charge les exploitations dans les 4 années qui vont suivre. Et elles le font. Et elles le font sans Bien. problème. Et alors, il y a quelqu'un aussi qui vous accompagne dans cette pièce, Marie-Vincent, c'est Virginie Lemoine. Oui. C'est assez inattendu, ça. Oui, Virginie Lemoine, je l'ai donc rencontrée il y a 2 ans dans une mise en scène d'Éric Métayer, une pièce s'intitulant Piège mortel. Et là, on s'est trouvés. On s'est trouvé une complicité, une joie de partager. Et quand Yves Pignot et moi-même, nous avons pensé à elle pour le rôle de la comtesse, c'était d'une évidence absolue. Et elle est magistrale. Elle a quand même beaucoup changé depuis le temps où elle faisait un duo avec Laurent Gérard, Virginie Lemoine. Complètement. Elle fait de la mise en scène, elle écrit, elle fait tout. Elle est passionnée de théâtre, elle est très érudite, elle est curieuse. Et elle s'attelle à des choses, justement, qui pourraient être dangereuses pour elle. Et qu'elle a une maîtrise de tout ça, elle est épatante. Alors, vous jouez cette pièce qui se passe pendant un réveillon, Oui. Marie-Vincent, mais le réveillon, vous avez déjà joué ce genre de sujet sur France 3 avec le Réveillon des Bonnes. Magnifique série. Qui se passait justement en 1918. En 1917, près du front aussi, Oui. L'histoire d'un immeuble, et l'histoire à l'époque on les appelait malheureusement comme ça, des bonnes. Et j'avoue, quel beau casting, j'étais la femme de Gérard de Sarthe quand même. Vous étiez femme de général quand même. De général, dans un rôle étonnamment bourgeois et coincé. J'ai adoré interpréter ce personnage, puisque à l'époque j'étais castée pour une des bonnes, et j'ai demandé au réalisateur de bien vouloir m'écouter. J'avais envie de jouer une grande bourgeoise, et il a accepté. Et là aussi, c'est un téléfilm qui a beaucoup marqué la télévision sur France 3, qui a eu un gros succès. C'était très très beau. Et il y a un rôle tenu par un homme qui se déguise en femme, Mademoiselle Plume. Ah, Michel Faux. Michel Faux, comme ça, il n'avait pas encore fait tout le travail sur les pièces de Pierre Barillet-Grédy. Magnifique. Et qui a complètement changé aujourd'hui. Absolument. Mais je pense que c'est peut-être à ce moment-là qu'il s'est dit, mais j'y vais, ça me correspond tellement bien. Et puis, alors, il y a quelqu'un avec qui vous avez travaillé, et pour une autre guerre, c'est Steven Spielberg, Marie-Vincent. Eh oui. Racontez-moi ça. Mais c'est pareil, c'est toujours ce doublage que je revendique. J'ai eu la chance de participer à ce film terrible, à ce devoir de mémoire magistrale qu'est la liste de Schindler. Et M. Spielberg nous a dirigés dans un silence absolu, dans des larmes retenues, dans une concentration inouïe. Je suis fière. Mais il est venu... Non. Lui, contrairement à Miloš Forman, n'est pas venu. Nous étions en vidéoconférence. Il était là tout le temps, mais il était là. Il était à New York. Et il y a une précision diabolique chez... Incroyable. Il, au mot près, à l'intention près, il sait ce qu'il veut. Et c'est normal quand on fait un film comme ça. Vous savez qu'il a refusé de toucher un salaire en tant que réalisateur pour ce film parce qu'il dit que ça aurait été de l'argent du sang. Je peux le comprendre. Alors finalement, vous avez fait tous les rôles possibles et imaginables et vous avez même joué du Maupassant. Oh, Maupassant restant mon auteur favori, j'en parlais tout à l'heure, puisque
J'ai été mise en scène par ce cher Daniel Gélin. Et oui, il y a eu des séries, des programmes sur France 2 avec toutes les nouvelles de Maupassant, interprétées par beaucoup de comédiens et de grands réalisateurs. Et j'ai eu la chance de faire partie de ces programmes. Oui, des programmes qu'on ne voit plus guère aujourd'hui. Hélas. Et hélas, mais qui touchent le grand public parce que ça a Bien marché. sûr. Ça a formidablement marché. Simplement, le film de costume coûte cher et les budgets sont moindres. Et le Rosier de la Musson de Maupassant, ça a été aussi un film de Jean Boyer sur un scénario de Marcel Pagnol avec Fernandel qui n'avait pas encore tourné Topaz. Donc, vous assurez une succession prestigieuse. Donc, j'en suis très fière. Pour l'instant, vous jouez donc au théâtre La Bruyère. Oui. Alors, je crois que c'est du mardi au samedi à 21h et le matinée le samedi à 15h30, comme en 14, une reprise. Et comme en 14, vous avez envie de continuer de repartir, Marie-Vincent. Oh, ben évidemment, je voudrais citer mes camarades, bien évidemment. Donc, Virginie Lemoine, Ariane Brousse, dans cette ouvrière pacifiste, Katia Miron, et notre jeune homme, Axel Huette. Voilà. En tout cas, j'incite celles et ceux qui nous écoutent à venir vous découvrir, vous redécouvrir d'heure comme au 14. Merci Marie-Vincent d'avoir participé à ces Clés d'une vie. Merci à vous infiniment, Jacques. Et puis nous, on se retrouve demain dans quelques instants, bien sûr. C'est Brigitte Lahaie comme tous les jours. Et nous, on se retrouve demain à 13h pour d'autres Clés d'une vie. Merci, bonne journée, à demain.